Bonjour à tous. Merci d'être venus à cette session. Aujourd'hui, avec Julien, on va vous parler de comment Flodesk, donc un fournisseur de technologies crypto-financières, délivre ses services à grande échelle dans plusieurs régions, sur le cloud, donc sur GCP en l'occurrence, grâce à Redis, et notamment Redis Entreprise. Moi, je suis Hélène Brulin, je suis Solution Architect chez Redis depuis bientôt 2 ans. Donc, j'accompagne des entreprises dans leur utilisation de Redis. Et Julien, je te laisse te présenter. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi c'est Julien Tocci, je suis le responsable des infra chez Flodesk. Je suis ingénieur de formation, j'ai fait DevOps, de l'infra et du cloud. Donc, je vais commencer rapidement par vous présenter en 2 slides ce que fait Flodesk. Donc nous fournissons des services financiers à des projets crypto. Donc les services financiers, il y a 3 grands axes. On fait du market making, donc on est des faiseurs de marché. C'est-à-dire qu'on va aller trader sur des plateformes d'échange pour nos clients et on va fournir ce qu'on appelle de la liquidité. Je ne vais pas rentrer trop en détail dans les termes, mais voilà, ça c'est le premier pan. Le second pan, on fait de la custody et puis le dernier pan, c'est du brokerage. Donc c'est vraiment des produits très financiers. Donc on est sur Google Cloud principalement, on utilise le Kubernetes, ça, on y viendra plus tard, je vous montrerai. Et donc aujourd'hui, on travaille avec plus de 100 token issuers. La boîte a été fondée en 2020 à Paris, pardon. Et donc aujourd'hui, on a des offices à Singapour et à New York bientôt. Et on a levé 30 millions l'année dernière, on est plus de 60 aujourd'hui. Et puis voilà, on est régulé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers en France. Et Redis, donc qui connaît Redis dans la salle? Ok. Donc pour reprendre rapidement, Redis, c'est une base de données NoSQL en mémoire. Donc elle est plutôt connue. On a été voté sur Stack Overflow la base préférée des développeurs depuis plusieurs années. C'est une base de données clé-valeur. Donc derrière chaque clé, on va avoir différentes structures de données. Ça va pouvoir être des strings tout simplement, mais aussi des streams pour consommer des messages de manière asynchrone, des listes pour faire des queues. Ça va pouvoir aussi être des sets pour faire de la déduplication, stocker des éléments uniques ou des objets, que ce soit des hashes ou des objets JSON. Pas mal de choses. Mais de manière générale, Redis est utilisé pour simplifier le développement d'applications qui nécessitent le traitement de données en temps réel. Donc, c'est très utilisé et très connu pour faire du cache, mais on peut faire plein de choses. On a plein d'utilisations de Redis en tant que base de données principale. Donc, j'ai mis sur le côté là, trois secteurs d'activité où on a beaucoup d'utilisateurs, que ce soit d'open source ou de Redis Entreprise. Donc, la finance, le gaming et l'e-commerce. Mais on a aussi des cas d'utilisation en IoT, en intelligence artificielle, sur des plateformes de streaming, des GPS en temps réel. Bref, tout ce qui concerne, tout ce qui nécessite d'avoir de la donnée, de traiter de la donnée en temps réel. Et bien entendu, le trading. Pour l'agenda aujourd'hui, on va parler d'abord de l'infrastructure initiale de Flodesk et des besoins de Flodesk avant d'utiliser Redis. Puis on va voir la question qui s'est posée à Flodesk, du coup, qui était est-ce qu'on va utiliser Redis Open Source ou plutôt Redis Entreprise Cloud, donc sur le cloud. Donc Redis Entreprise Cloud, c'est une solution Redis Entreprise qui est fournie via la marketplace GCP et d'autres marketplaces aussi, de manière managée. Donc on va voir cette question-là dans un second temps. Puis on va voir comment Flodesk est passé d'un déploiement dans une seule région au Japon à un déploiement dans 3 régions et bientôt plus, grâce aux fonctionnalités actives de Redis Cloud. Ensuite, l'infrastructure de Flodesk aujourd'hui. Et enfin, on verra les futurs projets de Flodesk, notamment certains avec Redis et certains qui vont concerner de nouveaux data models, notamment du JSON ou des structures de données probabilistes. Vas-y, Julien. Alors, c'est important de savoir un peu ce qu'on avait au départ, avant d'utiliser Redis. Donc nous, on utilise beaucoup Kubernetes, je pense que tout le monde connaît ici, du Terraform, et on est sur Google Cloud. Donc on a une messaging queue qui est NATS, qui n'est pas très connue, comparé à du Kafka ou de RabbitMQ. C'est vraiment une messaging queue qui est en fire and forget. Donc il n'y a pas de rétention, c'est vraiment très performant comme messaging queue. Donc évidemment, ça correspond bien aux besoins que nous avons. Donc voilà, c'est du GKE, donc Kubernetes, en fait, on utilise le GKE, Google Kubernetes Engine de Google Cloud. Et donc on a 2 types de données qui transitent dans l'infra. On a de la donnée qu'on appelle live, donc c'est par exemple la mise à jour d'un prix, d'un order book. Ça peut être voilà, un trade qui est passé, on le reçoit, on va le traiter, par exemple.
Donc ça, c'est vraiment des choses qui passent par le NAT, par notre messaging queue, qui vont être traitées en temps réel, quasiment. Puis après, on a un second type de data qui est plutôt du cache et du config management. Et c'est là où on avait un besoin. Donc c'est par exemple, on va stocker une sorte d'état d'un carnet d'ordre entier sur ce système de cache. On va avoir de la config de nos microservices qui vont aller trader, donc pour que nos traders puissent modifier voilà, les distributions mathématiques, si je puis dire. Et donc on avait une seule région, Tokyo. Donc pourquoi Tokyo? Au début, enfin en tout cas en 2020, il y avait beaucoup d'échanges majeurs en Asie, notamment Binance, qui est une des plus grosses, qui était à Tokyo. Donc c'était un choix un peu naturel à l'époque. Et donc voilà, les besoins, je les affiche ici. Donc on avait besoin d'un système de cache, système de configuration dynamique. C'était très important qu'on ait lorsqu'on avait la mise à jour d'une config dans ce système de cache, que le microservice soit au courant et va reload une nouvelle config. Et puis on commençait déjà à penser au futur avec du multi-région. Voilà, il nous fallait un système qui, dans le futur, pourrait apporter cette distribution géographique. Donc très haute disponibilité, évidemment. On fait du trading 24 heures sur 24, automatisé 7 jours sur 7. Donc la moindre panne peut avoir des impacts assez importants pour nous. Et puis voilà, on est tout de même une start-up, donc on a une scalabilité qui évolue au fil du temps. Et donc il faut qu'on ait vraiment un outil, il fallait vraiment qu'on ait un outil qui suive cette scalabilité de manière assez simple, sans se prendre la tête. Alors, hop. Donc je laisse Redis, Hélène, vous faire la différence entre Redis Open Source et Redis Enterprise Cloud. Ouais, donc la question qui s'est posée, c'est quelle saveur de Redis Flowdesk allait utiliser. Donc là, ici, on en voit 3, en gros, leurs différences vont s'orienter autour de 3 grands sujets: la performance, la scalabilité et la disponibilité. Donc en bas à gauche, on voit Redis Open Source tout d'abord, donc le Redis que presque tout le monde connaît, qui est managé soi-même, qui est une solution, la plupart du temps, une solution simple, une solution de cache qui est très rapide. Et lorsqu'on va l'utiliser pour autre chose que du cache, là, ça va être plutôt adapté à des environnements de dev ou de test. Ensuite, on va avoir des solutions Redis Open Source managées, donc fournies par des cloud providers. En l'occurrence, sur GCP, là, c'est Memory Store, c'est leur solution Redis Open Source managée. Donc là, on va avoir un SLA, on va avoir plusieurs choses, mais en gros, pour résumer, on va avoir un SLA jusqu'à 3.9, donc 99,9%. On va avoir la possibilité de déployer des instances Memory Store dans une seule région à la fois. On va avoir une scalabilité qui est uniquement verticale, pas horizontale, pas de clustering. Et puis aussi, on va avoir une infrastructure single tenant, donc la possibilité d'avoir une seule base de données déployée dans une instance Memory Store. Et ensuite, dernière saveur de Redis, on va dire, on a Redis Cloud. Donc Redis Cloud, c'est aussi un service managé. C'est une offre Redis as a Service qui est accessible sur la marketplace GCP. Donc là, on va avoir donc les points qui ont été importants dans le choix de Flowdesk. C'est déjà un SLA de 5.9, 99,999%. Et ce SLA de 5.9, il s'atteint avec des déploiements actifs-actifs. Donc là, on avait besoin de déployer dans plusieurs régions. Donc les déploiements actifs-actifs avec géoréplication de Redis. On va aussi avoir une scalabilité horizontale cette fois-ci et linéaire. À titre d'exemple, on a fait un benchmark en 2019, il me semble. On est allé jusqu'à 200 millions d'opérations par seconde, 100 millions d'écritures, 100 millions de lectures par seconde, avec des latences inférieures à la milliseconde. La latence inférieure à la milliseconde, c'est Redis, quoi. Et également, autre point, la multi-tenancy, donc c'est la possibilité d'avoir sur un même cluster un grand nombre de bases de données qui vont chacune avoir leurs ressources, leur configuration, leur scalabilité dédiée, propre, mais qui vont vivre sur le même cluster, ce qui permet d'être plus cost efficient et efficient en termes de ressources aussi. Quand est-ce qu'on va utiliser Redis Enterprise Cloud? Du coup, ça va être lorsqu'on a des applications qui sont pour lesquelles la latence, la scalabilité, le nombre d'IOPS
et la haute disponibilité sont très très importantes. Et ça va être aussi des cas où manager Redis open source, ça va commencer à induire des coûts et des challenges opérationnels importants lorsqu'on a beaucoup d'instances open source à manager soi-même, à sharder avec du sharding manuel, ce genre de choses. Donc au début, je parlais de cache. Là, je parle d'une solution un peu plus robuste qui va du coup être aussi utilisée pour des cas d'usage qui vont plus s'apparenter à ceux d'une base de données principale, et notamment dans la finance. Les cas d'usage qu'on peut voir, donc, ils vont s'orienter dans 4 grands domaines. On va les trouver dans 4 grands domaines: la banque, le trading, les paiements en temps réel et la gestion d'actifs. Et là, après, sur la droite de la slide, du côté plus solution, j'ai organisé ça par rapport aux structures de données ou aux modules, aux features de Redis qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc, on a les data structures classiques de Redis qu'on connaît. Donc là, forcément, on est sur du caching, de la session. On va pouvoir aussi stocker donc, des profils utilisateurs, des identités digitales qui vont nous permettre de faire de la personnalisation en temps réel, des recommandations en temps réel. On va forcément aussi avoir des transactions en temps réel. On va pouvoir faire avec des streams de l'event sourcing ou de l'orchestration de microservices. Donc ça, les streams nous permettent de processer des messages de manière asynchrone avec des mécanismes de pending messages et d'acknowledgement de messages qui nous permettent de s'assurer qu'un message soit processé au plus une fois et au moins une fois. Du rate limiting, du click spamming aussi. Et on a également une structure de données JSON qui nous permet de manipuler des objets JSON directement dans Redis sans avoir besoin de les sérialiser ou de les désérialiser. Donc on va pouvoir accéder au champ imbriqué de ces objets JSON directement avec des commandes Redis, ce qui nous permet, là en l'occurrence, par exemple, de stocker des comptes détaillés ou des portfolios d'actifs. Et puis ces objets, on va également pouvoir les indexer. Donc on va définir un schéma selon lequel les objets vont être indexés en temps réel, ce qui va permettre que dès qu'on update ou qu'on delete ou qu'on ajoute un objet JSON à sa base Redis, ça va atomiquement updater l'index, ce qui nous permet de faire des requêtes en temps réel. Le genre de requêtes qu'on peut faire, ça va être du full text search, ça va être des agrégations numériques, du grouping, du sorting, des requêtes géolocalisées également. Et puis ici, on voit aussi du vector similarity search. Donc ça va être très utile en détection de la fraude, notamment. Si on a identifié des transactions frauduleuses, on va pouvoir transformer les métadatas liés à cette transaction en embedding ou vector qu'on va stocker dans son objet JSON. Et on va ensuite pouvoir, en temps réel, aller demander à Redis quelles sont les transactions qui présentent des patterns similaires à ces transactions déjà identifiées comme frauduleuses. Puis on a aussi d'autres choses, je vais passer plus rapidement, mais on a des structures de données probabilistes, qui nous permettent de faire donc des analyses, de faire aussi de la détection de la fraude, et puis des structures de données time series qui vont permettre de facilement implémenter des graphiques boursiers, des stock tickers, et également de l'agrégation, de l'analytics et du reporting en temps réel. Et je ne l'ai pas dit aussi, Redis est utilisé comme online feature store. En matière de scoring de transactions, on a aussi une grosse utilisation de Redis en tant que online feature store, donc, qui va nous permettre d'alimenter des modèles d'intelligence artificielle en temps réel. Donc souvent, on distingue les offline feature store avec de la data plutôt froide et des online feature store de la data plutôt chaude. Donc voilà, Redis voit aussi beaucoup d'utilisation dans ce genre de cas de figure pour faire du scoring en temps réel. Je te laisse introduire. Oui, merci Hélène. Donc maintenant, je vais parler un peu de cette migration, hein, de cette infra initiale vers une infra multi-région avec Redis Cloud. Donc, c'est moi ça. Ah oui. Je suis allé un peu vite en besogne. Oui, donc du coup, au début, il y avait un déploiement uniquement au Japon, puis on est passé sur un déploiement dans 3 régions. Donc là, on voit sur l'image, on a un cluster Redis aux États-Unis, un en Europe et un au Japon. Ces clusters, donc je vais vous montrer juste après dans la console, mais ce sont forcément 3 clusters différents avec chacun leur base de données, mais dans la console, on a l'impression de déployer une base de données dans 3 régions, et on va pouvoir écrire et lire sur cette base de données avec des latences locales en choisissant le endpoint qui correspond au cluster qui se trouve le plus proche du client. Donc forcément, ce qu'on écrit dans une région, si je suis au Japon et que j'écris au Japon,
va être géorépliqué dans les autres régions. Et lorsqu'on fait ça, on peut, bien entendu, avoir des conflits d'écriture si on écrit sur la même clé dans 2 régions ou 3 régions en même temps. Donc, comment Redis résout ça? On a réimplémenté les structures de données Redis en Conflict-Free Replicated Data Types, donc CRDT. Et en gros, c'est de la metadata associée à ces structures de données qui va nous permettre de résoudre de manière consistante les conflits, et ce, quel que soit l'ordre dans lequel les écritures arrivent sur une région donnée. Donc, pour détailler un petit peu comment ça marche, donc, chaque base de données dans chaque région, elle va maintenir un vector clock. Donc, un vector clock, c'est une structure de données qui est utilisée pour déterminer un ordre d'événements dans un système distribué. Donc, ces vector clock, il va y en avoir un pour chaque clé Redis. Et il va être incrémenté lorsque la clé est updatée localement. Donc, je suis au Japon, j'écris au Japon. Ou lorsque je reçois une opération sur cette clé qui provient d'une autre région. Donc, par exemple, si j'ai une instance A, donc dans une région A, qui reçoit une update d'une instance B dans une région B pour une clé X, l'instance A va classifier l'opération soit en nouvelle. Dans ce cas-là, c'est parce que le vecteur B est supérieur au vecteur A. Donc, dans ce cas-là, si l'update, si l'écriture est nouvelle, on va mettre à jour la clé, la valeur localement. Si l'update est ancienne, donc là c'est l'inverse, le vecteur B est inférieur au vecteur A, là on a la version la plus récente en local, donc on ne va pas mettre à jour la valeur. Et en revanche, si les 2 vecteurs ne sont ni supérieurs ni inférieurs l'un à l'autre, dans ce cas-là c'est qu'on a 2 opérations concurrentes, donc on va passer en mode résolution du conflit. Et le mécanisme de résolution du conflit, il va dépendre de la structure de données qui est concernée et du type de commande en conflit. Donc je vais vous donner 2 exemples. Ici, le premier, donc on est sur une structure de données set. Donc un set, ça permet de stocker des éléments uniques. Donc si j'envoie 100 fois le même élément dans mon set, il va être unique, il va y en avoir qu'un. La commande sadd, elle permet d'ajouter un élément à un set, et la commande srem, elle permet de supprimer l'élément d'un set. Donc là, si dans ma région A, j'envoie un élément A à ma clé, dans ma région B, j'envoie un élément B à ma clé, dans ma région C, je supprime cet élément B, va y avoir résolution du conflit, et on voit avec smembers, qui permet de lister tous les éléments d'un set, qu'on va avoir dans le set A et B. Donc là, la règle de résolution du conflit, c'est que c'est l'ajout qui prévaut sur le delete. Donc voilà, il va y avoir des règles comme ça pour chaque juxtaposition de commandes différentes pour une structure de données particulière. Là, c'est très très simple, on est sur des strings, donc dans les strings Redis, on peut stocker des nombres. On a des commandes increby là, qui permet d'incrémenter ce nombre, decreby qui permet de décrémenter ce nombre. Donc là, la règle, ça va être tout simplement de faire une somme. Si j'incrémente de 10 dans une région et que j'incrémente de 50 dans l'autre, on va avoir 60 dans les 2 régions. Et ensuite, si je décrémente de 60 et que j'incrémente de 60 dans l'autre région, on va rester à 60. Voilà, c'est des exemples assez simples, mais qui illustrent un peu la résolution de conflits. Et là, je voulais vous montrer, du coup, à quoi ça ressemble un déploiement en actif-actif. OK. Donc là, j'ai créé une souscription active-active. Donc la souscription, elle va recouvrir plusieurs clusters, un cluster par région. Donc j'ai une base de données. C'est multi-tenant, encore une fois, donc si je voulais, je pourrais créer une nouvelle base de données ici et avoir tout un tas de bases de données active-active déployées dans toutes mes régions. Donc je vais cliquer sur ma base de données. Donc là, j'ai de la configuration générale pour la base de données. Et après, je peux accéder par région à un endpoint, enfin à 2 endpoints, un public qui passe à travers Internet et également un privé qui va être accessible via du VPC peering. Donc là, ce cluster, il a été déployé dans un VPC qu'on a provisionné, qu'on a créé pour le client. Et je vais pouvoir configurer mon VPC peering par région avec mes VPC que j'ai moi dans GCP, ou ça peut être aussi le cas dans AWS, où je vais pouvoir créer mon peering pour cette région. Et dès lors, tous les
toutes mes instances qui vivraient dans le VPC que j'aurais piré avec celui-là pourront accéder à ma base de données ici de manière privée via le private endpoint. Donc voilà, donc là, mes clients vont écrire sur le cluster, sur la même base de données, mais via le cluster qui est le plus proche d'eux afin d'avoir des latences locales. Après, on a aussi des métriques par région. Voilà, bon là, ça c'est des commandes de synchronisation. J'en vois rien sur cette base de données, mais on a des métriques par région. On peut voir le nombre d'opérations par seconde, des latences. On peut avoir une distinction entre les read, les write. Donc ça, Julien en parlera. Ça, c'est des métriques assez basiques. On a aussi une intégration avec Grafana qui est un peu plus précise. Mais c'était juste pour montrer à quoi ça ressemble, en gros, les endpoints et le déploiement sur la console Redis Cloud. Vas-y, Julien. On a ça à moi, normalement. Ouais. Donc, ouais, comme je disais tout à l'heure, donc, je vais vous dire, donc on a fait une migration du coup de notre infra initiale vers notre infra actuelle qui est en multi-région. Donc là j'ai mis un schéma, mais je vais pas, enfin, c'est un peu brut de force, mais grosso modo on peut voir que nous on a 3 GKE dans 3 régions différentes, donc 3 Kubernetes dans les 3 régions Asie, Europe, US. On a un super cluster NAT, qui va être en fait juste une pipeline de messages qui va être distribuée sur plusieurs régions. Et puis on va avoir voilà, notre Redis Active-Active. Donc on a pour une DB donnée, on va avoir toutes les régions. Et donc on va écrire localement de nos régions vers la région locale de la DB. Et on va pouvoir répondre à nos besoins. Donc on a 2 types de besoins. On a des écritures qui vont rester locales. Donc il va y avoir un besoin local uniquement. Et puis on a des écritures qui vont rejoindre des schémas de données globaux qui seront utilisés dans toutes nos régions. Donc là, donc voilà, c'est ce que je disais, on a une infrastructure multi-région avec les Redis. Donc là, j'ai mis un petit schéma, je ne suis pas sûr qu'on voit très bien, mais sur la gauche, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, de notre GKE de Tokyo vers le Redis de Tokyo, on a des latences très très faibles. En comparaison à si on faisait GKE de Tokyo vers le Redis de Londres, évidemment, ben, on voit le gain qui est quand même majeur. Donc on ne voit pas trop, hein, mais c'est la petite partie bleu clair tout à droite de chaque pile. Donc voilà, aujourd'hui on a réparti les microservices en fonction des besoins sur toutes les régions. Donc par exemple, un microservice qui va faire du trading sur une échange qui est en Europe, mais on va le mettre évidemment en Europe pour qu'il soit à côté de l'échange. Donc nous on a un gain de latence avec l'échange. Et puis la donnée qui doit se répandre globalement va être répandue via le Redis. On a une très haute disponibilité, donc grâce à Redis Cloud, en 2 ans, on n'a eu aucun aucun incident, donc c'est plutôt des bonnes choses. C'est les fameux 99.999. Et de toute manière, même si on avait un incident, on a des stratégies de failover. Effectivement, si pour une raison ou une autre, le Redis Tokyo aurait des problèmes, on peut facilement rerouter le trafic vers le Redis d'Europe. Donc on va augmenter, depuis notre cluster Tokyo par exemple. Donc ok, on va augmenter la latence, mais au moins on n'a pas un downtime complet de nos infras. Donc voilà, là j'ai remis le fameux screenshot, donc ce qui montre l'interface Redis. Donc on a nos 3 régions qui sont VPC peering. Donc ça c'est très important, c'est-à-dire que on ne va pas communiquer avec nos Redis sur l'internet, sur les public endpoints, pour des raisons de sécurité et pour des raisons de performance. Donc nous, ce que nous avons fait, ce que décrivait Hélène tout à l'heure, c'est qu'on a fait des VPC peering. Donc on a notre réseau privé Google Cloud et on l'a connecté au réseau privé des instances Redis. Donc on a des latences très faibles et on est dans un réseau privé, donc contrôlé, ce qui permet d'un point de vue sécurité évidemment d'être bien meilleur. Un point important quand même, qui est très important en tout cas pour nous, c'est que nous agrégeons le billing de Redis avec Google Cloud. Donc ça, pour notre département de la finance, c'est très intéressant, hein, parce qu'on a un seul billing qui remonte. Donc voilà, il y a vraiment une liaison entre Google Cloud et Redis. Donc là, c'est ce que disait Hélène. Hein. Ce qui est bien avec Redis Cloud, c'est qu'ils exposent leur port de métriques, des bases de données. Donc nous, on fait beaucoup de Prometheus et de Grafana. Et donc on va aller scraper directement sur les bases de données de Redis, directement les métriques.
Donc nous, on a une vision en profondeur de comment fonctionnent les bases de données, même si ce n'est pas nous qui les maintenons, mais ça nous permet surtout de faire de l'alerting. Voilà. Donc nous, on fait beaucoup d'alerting, ok, on a des pics d'IOPS, d'opérations par seconde, donc on peut aller derrière, scale les Redis dans l'interface. Voilà, et là je finis avec quelques chiffres. Donc, grâce à Redis Cloud, du coup, c'est assez simple. On peut scale dans l'interface le nombre d'IOPS. Donc, on peut faire des pics. On a des pics lors des gros mouvements de marché. On fait du 60 000 opérations par seconde et on n'a aucun problème. Donc, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de downtime. C'est invisible pour nous en tant que client et comme utilisateur de la plateforme. Donc c'est évidemment des défis qu'on n'a pas, c'est de la complexité opérationnelle qu'on n'a pas à gérer durant les pics. Donc on est très content évidemment de ne pas avoir à se soucier de ce genre de soucis. Donc voilà, aujourd'hui grâce à Redis, on gère des centaines de terabytes de données, alors pas dans Redis, hein. Redis c'est du caching, hein, mais on récupère de Redis au fil des mois et des années des centaines de terabytes de données qui nous permettent après de faire du big data, tout simplement dessus, des analyses plus approfondies des marchés, etc. Voilà, donc évidemment, grâce à Redis, on peut, et c'est nos infrastructures de low latency, on peut trader du coup des équivalents de milliards de dollars en notionnel sur les flux, et tout ça sans interruption, 24 heures sur 24, 7 sur 7. Voilà, et puis aujourd'hui, bon, on a une dizaine de bases de données Redis dans Redis Cloud pour divers usages, hein, évidemment. Donc c'est très simple, comme l'a montré Hélène, on fait un nouvel DB dans l'interface et en quelques minutes, on a l'approvisionnement de la base de données. Alors, pardon, je reviens là. Pour les futurs projets qu'on a avec Redis, donc on va, grosso modo, on va explorer, je vais y venir, mais on va explorer, grosso modo, tout ce que peut proposer Redis à la boîte et ce que ça peut apporter que nous n'avons pas mis en place aujourd'hui. Donc évidemment, nous, nos objectifs, c'est de continuer. Donc on fait une migration de l'infra initiale vers l'infra multi-région, une augmentation des IOPS avec le nombre de nouveaux clients, donc un scaling. On va voir pour ajouter des nouvelles régions. Donc on va regarder par exemple Washington et Singapour. Ça, encore une fois, ça peut être très simple avec Redis. On va faire ajouter NDB une région, donc ça va pop l'instance locale dans la région, on va se connecter directement vu qu'on a déjà le VPC pairing qui est connecté, et puis voilà. On va continuer d'améliorer le monitoring, donc ce qui est bien c'est qu'on a des contacts réguliers avec Redis, donc dès qu'on a des besoins de monitoring, de nouvelles métriques, etc., on peut commencer à en discuter, on peut voir un peu ce qui peut être fait. Donc l'optimisation des performances, évidemment, nous c'est un gros sujet, hein. Donc nous sommes en train de regarder pour mettre en place des backbones privés, donc des links, des liens réseau entre nos régions low latency avec des providers dont c'est le métier de faire ceci. Et puis voilà, pour faire ça, il faut savoir un peu où on en est dans nos latences aujourd'hui. Donc on va mettre en place des frameworks de performance et puis on va un peu mesurer tout ça. Et donc industrialisation du Redis. Donc le point très important, c'est que nous, on attend beaucoup les SIL sur Active-Active. Donc c'est grosso modo la gestion d'utilisateurs sur Redis. Donc sur les Active-Active, c'est en train de sortir. Donc ça va arriver, mais voilà. On peut vraiment faire du role-based, hein, il me semble. Alors, c'est pas forcément la. Ouais, c'est en gros, c'est la gestion de ce côté data. On va pouvoir attribuer des rôles pour l'accès à certaines data en fonction du key pattern. Peut-être que vous utilisez déjà, c'est sur tous les Redis, mais ça n'est pas encore implémenté sur en Active-Active. Mais oui, on a déjà du role-based access control d'un point de vue admin, et ça va inclure aussi les déploiements actifs-actifs, donc c'est niveau console global. Mais c'est vrai que côté data, ça devrait arriver d'ici quelques semaines. On va pouvoir, y compris pour les data active-active, avoir des rôles, assigner des rôles spécifiques et qui vont pouvoir juste updater ou juste lire ou juste ne pas pouvoir accéder à certaines commandes en particulier. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Quelque chose de très important. Pareil, le Terraform. Donc, on avait déjà les Terraform sur la partie Redis single instance, hein. Donc, ça va arriver sur l'Active-Active. Nous, on a toutes nos infras qui sont terraformées, évidemment. Donc, c'est quelque chose qu'on attend beaucoup. Et puis voilà. Et surtout, plusieurs pistes à évaluer. Donc, il
faut qu'on regarde un peu ce que permettrait de faire Redis JSON, pour nous en tout cas, Redis Bloom, et tous ces modules de Redis qui permettraient peut-être d'améliorer nos flux de données. Juste pour revenir sur le Terraform en actif, il est sorti. Ah, ça y est, ouais. Okay, super. Ouais, je voulais conclure sur la question, sur le dernier point dont Julien parlait, les autres modules, les autres structures de données de Redis. Donc, je voulais parler de Redis Stack. Je ne sais pas si vous connaissez Redis Stack. C'est un serveur Redis qui va combiner tous ces éléments que vous voyez là, donc le serveur Redis classique, mais également Redis Search, Redis JSON. Je vais vous faire une petite démo tout de suite, voir comment ça marche. On va avoir aussi Redis Bloom, donc qui ajoute des structures de données probabilistes à Redis, notamment des Bloom filters. Redis Time Series qui ajoute les structures de données Time Series. Redis Graph qui va aussi pouvoir permettre de transformer Redis en base de données Graph. Et puis Redis Insight, pareil, si vous ne connaissez pas, c'est très très utile si vous êtes utilisateur de Redis. C'est un GUI pour Redis. Et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Hop, donc il ressemble à ça. Donc là, voilà, ça vient de Redis Stack, donc on ne voit pas, mais je suis sur localhost 8001. J'ai lancé un Docker container avec Redis Stack. Donc je n'ai aucune clé pour le moment dans ma base de données. Donc ce qui va m'intéresser, c'est d'aller dans le Workbench. Dans le Workbench, on va pouvoir lancer des commandes Redis, interagir avec Redis comme avec la command line, le Redis CLI. Je vais juste aller... Il y a des petits tutoriels que vous pouvez utiliser si vous voulez, et je vais utiliser celui pour JSON pour vous montrer. Donc on est dans l'hypothèse où on a un magasin de vélo et on va stocker ces objets JSON, et ces objets JSON correspondront à un vélo. Donc là, est-ce qu'on voit bien là? Vous voyez bien ou j'augmente? Ça va? Ouais. Donc là, la commande pour stocker un objet JSON sur Redis, c'est JSON.set. Comme je set une string, c'est pareil. La clé bikes, et derrière, je vais juste mettre la racine de mon objet. Et après, je peux juste copier-coller mon objet JSON. Si je l'envoie, donc là, ça me dit OK, super. Et je vais pouvoir aller le trouver ici. Et donc là, voilà, si je clique sur mon objet, je l'ai, je peux le voir. Je peux l'updater, le delete aussi par ici de manière graphique, quoi. Et puis après, derrière, voilà, on peut aller chercher toutes ces structures de données qu'on a stockées dans Redis, les filtrer. On a ici un moteur de recherche Redis Search aussi, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est vraiment une interface graphique pour Redis qui permet aussi d'envoyer des commandes. On a aussi une partie analysis qui permet de run des différents outils d'analyse sur ces instances Redis. Et on a du PubSub aussi là, une interface PubSub. Donc si je retourne sur mon objet JSON, donc après pour comment ça marche, donc là maintenant je peux, sans avoir besoin de sérialiser, désérialiser sans arrêt, je peux aller juste fetch des éléments, des champs et des sous-champs de mon objet. Donc là, si j'envoie ces deux commandes, voilà, j'ai bien récupéré mon matériau de vélo et mon modèle de vélo. Je peux update aussi un field en particulier. Donc là, je peux juste update indépendamment le modèle. Donc si je fais ça et qu'après, je renvoie mon get pour le modèle, j'ai bien mon objet qui a été updaté, enfin mon modèle qui a été updaté. Et puis avant de montrer l'indexation, comment ça marche, je vais ajouter 64 objets JSON, donc 64 ou 63, je ne sais plus. Donc si je les envoie, hop, voilà. Donc là maintenant, si je refresh, je peux voir tous mes objets d'ici. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir indexer ces objets pour faire autre chose que du get et du set. Et donc là, ça va être la commande pour indexer cet objet. Donc, ft-create, c'est la commande qui permet de créer un schéma. Et je vais dire que l'index va s'appeler index_bikes. Et je vais lui dire sur tous les objets qui sont, dont la clé, qui sont du JSON, ça peut aussi être sur un hash, hein, mais sur tous les objets qui sont du JSON et dont la clé commence par bikes, je vais définir ce schéma. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'ajouterai un objet, que j'updaterai un objet, que je deleterai un objet, ça marche aussi avec le TTL, les time to live. Si un objet expire, il est expiré de l'index. Bah, l'index va être updaté automatiquement et atomiquement. Donc là, je vais indexer le modèle en texte. Donc ça veut dire que je vais vouloir faire du full text search dessus. Pareil pour la marque.
Le prix, je vais l'indexer en numérique. C'est une valeur numérique. Je vais pouvoir faire des agrégations ou faire du sorting dessus, par exemple. Le type, je vais l'indexer en tag. Donc le tag, on va vouloir faire de l'exact match search dessus. On ne va pas vouloir faire du full text search, ce qui permet de réduire l'overhead de l'indexation. Voilà, matériaux, je l'indexe en tant que tag également. Le poids en tant que numérique et la description en texte. Je vais vouloir faire forcément du full text search sur la description. Donc si j'envoie ça, ça me dit OK. Donc là, tous mes objets sont indexés. Et puis, on va pouvoir faire des petites queries pour voir comment ça marche. Donc ft-search, ça va être la commande qui va permettre d'aller chercher dans cet index. Donc j'appelle mon index et je lui dis, je veux trouver tous les vélos qui ont pour type e-bikes. Donc là, ce n'est pas du full text search parce que le type, ça a été indexé comme tag. Donc là, voilà, j'ai trouvé des vélos qui ont pour type e-bikes, on peut le voir. Donc là, je récupère tout mon objet JSON. Je ne suis pas forcément obligée. Je peux aussi récupérer certains fields qui m'intéressent plus que d'autres. Donc là, autre exemple, je vais chercher tous ceux qui sont des e-bikes, mais qui ont un prix entre 200 et 1200 $, et je vais juste return certains fields de mes objets. Voilà, donc là, j'ai 2 vélos du coup qui correspondent, et on voit bien que je return les éléments que j'ai demandés. Et puis, voilà, je voulais vous montrer aussi des agrégations. Donc là, si je veux compter le nombre de vélos que j'ai par catégorie, je peux utiliser cette fonction, cette commande ft-aggregate qui va lancer des agrégations. On va aussi pouvoir utiliser ça, par exemple, pour requérir tous les objets qui ont des coordonnées dans un rayon de X kilomètres autour d'un autre objet. Les agrégations, on peut faire plein de choses, mais là, c'est juste un exemple. Donc, j'appelle aussi mon index, je limite le prix, et là, je vais utiliser la fonctionnalité group by qui va me permettre de grouper par type, et un reducer qui va compter, du coup, chaque élément par type. Et ensuite, je peux ordonner ces résultats dans l'ordre ascendant ou descendant, selon. Et donc là, si j'envoie ça, je vais bien avoir tous mes types de vélos avec le nombre de vélos qu'il y a par catégorie. On peut aussi faire quelque chose de similaire avec ici où je vais vouloir calculer le poids moyen du vélo, des vélos par type. Donc si j'envoie ça, pareil en faisant du sorting derrière. Donc là, j'ai le poids moyen des commuter bikes, etc., ordonné dans l'ordre descendant. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça. Il y a d'autres tutoriels si vous voulez télécharger Redis Stack, c'est open source. Vous pouvez tester toutes les nouvelles structures de données de Redis. C'est très facile à utiliser. Et voilà. Merci beaucoup. Et Julien, tu avais un... Oui, juste pour la petite pub, Flodesk recrute dans tous les domaines de la tech, donc n'hésitez pas à postuler. Voilà. Et merci à tous. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, c'était clair. Oui. Ok. Alors la question c'est est-ce que la version entreprise existe sur le cloud, uniquement sur le cloud? Donc non. La version entreprise elle est déployable aussi en self-managed. Donc en self-managed ça peut être déployé sur des VM, sur du bare metal, ça peut être déployé n'importe où, sur Kubernetes aussi, plusieurs solutions Kubernetes, que ce soit open source ou managées. Donc voilà, c'est l'entreprise managée qui est uniquement disponible sur le cloud, donc en l'occurrence GCP, AWS et Azure. Sinon, après, on peut déployer Redis partout, Redis Entreprise partout. D'autres questions? Bon, mais c'était clair alors. Ah non, il y en a une. Sur quoi? Oui, mais je n'ai pas entendu le début de la question. Sur les DB, c'est ça? Sur les DB, est-ce qu'il y a une scalabilité automatique? Donc, tu veux que je réponde? Oui, donc nous en fait, on peut aller au-delà de ce qu'on met en termes d'IOPS sur les DB. Donc tout ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir une latence un peu plus haute si on dépasse ce qu'on a mis manuellement. Mais de toute manière, nous, ce qui nous arrive, en fait, c'est qu'on peut définir des alertes. Et donc dès qu'on commence à atteindre des seuils qui se rapprochent de ce qu'on a mis, on va dans l'interface et puis on scale nous-mêmes. Je ne crois pas qu'il y ait une scalabilité automatique. Non, il n'y a pas de scalabilité automatique. Après, voilà, on a une REST API qui permet de trigger programmatiquement le scaling
Alors c'est du scale out, mais ça va être aussi du scale in une fois qu'un pic est passé. Donc on peut totalement, avec les alertes et le monitoring, une intégration avec Prometheus par exemple aussi, trigger des scale up, enfin scale out et scale in successifs. Mais nous, on va prendre en charge le scaling et le provisioning des machines en fonction de ce qui aura été demandé par le client, mais on ne va jamais prendre la décision de scaler sans qu'il l'ait demandé. On ne fait pas de scaling automatique. En manager, alors le pricing, ça va dépendre de la mémoire qui est nécessaire. Donc la mémoire, il y a un overhead, notamment en active-active. Hein, on va pas, il va y avoir un overhead parce qu'il y a de la metadata, il y a ce vector clock. Ça va dépendre donc de la mémoire nécessaire et du nombre d'opérations par seconde qu'on souhaite réaliser avec des latences inférieures à la milliseconde. Donc, ça va dépendre de ça. À partir du moment où vous avez cette information, si vous allez sur le site redis.com, vous cherchez cloud, vous avez un calculateur en ligne et vous pouvez choisir votre région, votre cloud provider et regarder combien ça coûte. Ouais. Alors, je peux en parler. En fait, c'est très très simple. Hein. Je vais vous montrer. Tu peux monter en parallèle. Vas-y, vas-y. Oui. Donc, en fait, en tout cas, dans l'interface Google Cloud, hein, on va dans VPC Interconnect. Et alors, pour le coup, je ne me rappelle plus exactement. Voilà, il y a une commande à lancer. Et en fait, on lance la commande et c'est aussi simple que ça. Si je mets Project ID là et que je mets mon VPC name, voilà. Voilà, il faut mettre le nom du VPC. Ça populate, ça remplit la commande automatiquement. On la copie, on l'envoie sur... si on a du cloud sur son ordi, on l'envoie dans le shell. Sinon, on l'envoie sur Cloud Shell. Et voilà. Ouais, le VPC Interconnect est rendu très, très simple en fait avec les interfaces. En tout cas de Google Cloud, je ne connais pas les autres providers. AWS, il faut éditer ses route tables, mais d'accord, ok. Il n'y a pas trop de différence. Autre chose? C'est bon? On est bon, hein, je pense. Merci beaucoup. Merci.